Vous écoutez RCJ, comme chaque mardi, c'est l'heure de lire la politique avec Luce Perrault. Elle reçoit Coco Pello. Merci, bonjour Coco Pello. Vous publiez une BD politique. C'est nouveau, les BD politiques, il y en a très peu. Il y a aussi des BD de géopolitique maintenant, des BD d'économie. C'est très bien parce que je pense que ça peut attirer des lecteurs de plus jeunes et qui ne s'intéresseraient pas forcément à la politique autrement. Et d'ailleurs, votre BD, Palais Bourbon, les coulisses de l'Assemblée nationale, publiée en coédition par Dargaud et Le Seuil, a été sélectionnée par le jury étudiant du prix de la BD politique. Alors, cette BD, qui se veut très pédagogique, qu'est-ce qui vous a amené à y penser, à la faire, à l'écrire, à la dessiner ? Alors c'est vrai que moi je suis parti du constat qu'on ne savait pas Vous grand-chose. étiez dans les films. Oui, c'est ça, c'est que moi j'ai fait 5 ans comme éditeur de films anciens chez Lobster Film, qui est une société de restauration de films anciens, donc rien à voir avec la politique. Je suis entré dans la politique, c'était à peu près fin 2016, lors de la campagne présidentielle, où là, dans mon entourage, personne n'était impliqué dans la campagne, et je me suis dit bon, on va voir un peu ce que ça donne en tant que citoyen lambda, et j'étais dans une première équipe qui est l'équipe de Montebourg à l'époque, et là j'avais choisi le mauvais cheval, perd fin janvier, et je décide d'infiltrer les 5 principales équipes de campagne pour savoir un peu ce qui se passait au quotidien dans la vie des militants. C'est quoi être un militant du Front National, c'est quoi être un militant de la France Insoumise, c'est quoi être un militant de Macron, de Benoît Hamon, de François Fillon, et j'allais tracter sur le terrain avec eux, j'allais coller des affiches, participer à des cafés-débats. Et puis quand la campagne s'est terminée, je me suis trouvé un peu désemparé, j'avais fait quelques croquis durant toute cette campagne, j'avais dessiné un peu pour la Vous presse. demandiez comment les utiliser. Et je me demandais un peu comment utiliser toute cette histoire, toute cette aventure, et j'avais repéré qu'il y avait quand même beaucoup de clichés au niveau du militant, et vient les législatives, et puis là je vois que près d'un Français sur deux ne va pas voter. Moi-même je me dis, mon député n'est jamais dans l'hémicycle, je sais pas, il doit ronfler quelque part, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font, c'est très opaque en fait pour tous les Français. Et là je me suis dit, bon, si j'ai réussi à infiltrer les équipes de campagne, peut-être que j'arriverai à infiltrer l'Assemblée nationale. On va tenter le coup, on va demander les autorisations et on va voir. Et alors, comment avez-vous obtenu les autorisations ? Parce que moi qui travaille à l'Assemblée, pour l'Assemblée depuis quelques 40 ans, même 45 ans, je sais que ce n'est pas simple. Vous n'êtes pas journaliste, vous n'êtes pas collaborateur de député. Comment avez-vous infiltré ? C'est quand même moins simple que les comités de soutien des députés. Alors, c'est vrai des candidats en campagne. J'avais pas fait de bande dessinée avant, donc j'étais un total inconnu. Donc j'arrivais à l'Assemblée, et en fait, le seul moyen d'aller à l'Assemblée pour moi, c'était les séances de nuit. Le soir, qui sont ouvertes au public. Oui. Et effectivement, j'y allais sur les coups de 21h30 après mon travail, 2-3 fois par semaine. Je faisais quelques caricatures de députés que j'ai postées sur un compte Instagram Palais Bourbon, qui ensuite été relayées par les députés eux-mêmes parce qu'ils se reconnaissaient dedans. Et à partir de janvier 2018, je me suis dit, on va lancer une procédure un peu officielle, maintenant que ce compte est un peu suivi, maintenant que certains députés soutiennent l'aventure. J'ai décidé d'en rencontrer quelques-uns et de faire une demande officielle au service de la présidence, qui était de Rugy à l'époque, qui avait aussi ce désir d'ouverture des citoyens à l'Assemblée. Il y avait un groupe qui travaillait là-dessus, et j'ai pu, grâce à ce groupe-là, obtenir des accès inespérés, puisque c'est des accès de la présidence qui me permettaient de circuler au-delà du cercle réservé aux journalistes, aux collaborateurs parlementaires et parfois même aux agents. Et personne ne vous a conseillé d'aller tout bêtement voir le service de presse de l'Assemblée nationale ? Alors, si, sauf que vu que j'étais pas journaliste, c'était très compliqué, je rentrais dans aucune des cases. Donc tout le monde me disait, si tu veux faire quelque chose, va voir directement le président. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé. Et ça a marché. Et ça a marché, mais ça a pris longtemps. Ouais. Alors, vous commencez votre BD avec des propos très démagogiques. Mmh. Des lieux communs qui traînent depuis des années. Moi, j'ai toujours entendu ça. Et j'ai quand même un certain nombre d'années de vie politique derrière moi. On ne voit jamais les députés dans l'hémicycle, confèrent les images retransmises à la télé. L'Assemblée nationale est toujours vide. Je veux savoir
comment l'argent de mes impôts est utilisé, etc., etc. Alors, que vous a appris cette immersion à propos de ces lieux communs ? Parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Les citoyens ne savent pas comment travaille un député, ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée, et que ces images et ces lieux communs sont complètement faux. Et pourquoi ne prend-on pas la peine de les dézinguer ? Oui, alors on essaye de les dézinguer, mais l'idée est tellement ancrée. Moi, c'est des clichés que c'est j'avais ancré dans aussi. les gens. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on diminue énormément les heures d'histoire-géographie, on diminue les heures d'éducation civique. Moi, la dernière fois que j'en avais fait, c'était peut-être au collège. Je savais vaguement qu'il y avait une navette parlementaire. Le député, je savais qu'il votait la loi, et puis c'est tout, ça s'arrêtait là. Et c'est vrai qu'en fait, en y allant, en discutant avec les députés, mais aussi les agents, les collaborateurs parlementaires, un peu tout ce monde qui travaille autour de ça, je me suis aperçu qu'en fait, un député, en même temps qu'être dans l'hémicycle, il devait être en commission, il devait être en mission d'information, il devait se renseigner sur la loi. Et quand il était à l'Assemblée, on lui disait « Oui, mais vous venez jamais en circonscription ». Et quand il est en circonscription, vous lui dites « Oui, mais vous venez jamais à l'Assemblée ». Ou alors, on vous voit jamais sur les plateaux télé, ou on vous voit trop sur les plateaux télé. Enfin bon, on essaye on veut que notre député soit toujours là où on veut qu'il soit, mais en fait, il a 1000 choses à faire, et heureusement qu'il a 1000 choses à faire, parce s'il était que dans l'hémicycle à voter la loi sans se renseigner, sans aller exprimer ses idées, sans se rendre directement sur le terrain, c'est plus un député, ça, il lèverait juste la main et puis c'est tout en fait. Alors, vous avez suivi un certain nombre de députés dans leur circonscription. Est-ce qu'ils sont les mêmes lorsqu'ils sont dans leur circonscription et quand ils sont dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale aux questions au gouvernement, puisque c'est là où les Français ont l'occasion de les voir et de les entendre s'exprimer directement? Oui, alors le problème, c'est que l'Assemblée, c'est un peu un théâtre. Hein. C'est vrai que Cédric Villani me disait, justement, je le cite, que l'hémicycle, c'est une sorte de monde de Narnia. On passe un rideau de velours rouge et puis en fait, il y a des nouvelles personnalités qui se dévoilent. Et effectivement, tous les députés sont filmés. Donc, quand on met une caméra sur vous, on se comporte un peu différemment. Donc, on invective, on crie, on chahute. Et en fait, dès qu'on repasse ce lourd rideau de velours, on s'aperçoit que les députés sont très calmes et qu'au contraire, un député PCF peut très bien discuter avec un député En Marche parce qu'ils vont travailler sur un même sujet commun, ils vont faire des dossiers ensemble, ils vont travailler ensemble et donc c'est plus des postures politiques qu'on retrouve dans l'hémicycle. Et alors en circonscription, c'est vrai que là ils sont au contact des habitants, des gens qui les ont fait élire, donc on peut voir aussi leur vraie nature. Et puis il y a le côté quand même fantastique du dessin, de la bande dessinée, c'est que quand on pointe un micro ou une caméra face à un homme politique, il va se transformer, il va avoir un peu sa voix robotisée. On redresse tout de suite le buste et les épaules. Voilà, il est enregistré, il faut faire attention. Par contre, face à un dessinateur de BD, là c'est beaucoup plus relâche. Et c'est, il va me caricaturer, ça va être marrant, je vais me relâcher. Et puis tant pis, s'il dit des conneries, tant pis pour lui. Alors vous saluez le homard de François de Rugy, expliquez un petit peu pourquoi et comment vous avez pu travailler bien grâce à son ouverture, justement. Ouais, alors pour cette idée du homard de François de Rugy, c'est vrai que pour moi c'était un peu le symbole de tous les clichés qu'on pouvait avoir autour des députés et j'ai choisi de le faire apparaître à quelques moments dans la bande dessinée. Quand il y a quelques problèmes comme ça, je me disais tiens, je vais placer ce homard pour indiquer que là il y a peut-être quelque chose qui va pas et ça va être une sorte de running gag où il va revenir un petit peu à chaque fois. Et en plus moi, étant donné que je viens du cinéma, je suis un grand fan de Quentin Dupieux, de Luce Buñuel et Luce Buñuel dans un de ses films, Le Fantôme de la Liberté, fait apparaître comme ça une autruche qui vient dans une scène et elle n'a rien à faire là. Et je me suis dit, tiens, moi ce sera pas l'autruche, ce sera le homard et je vais le faire apparaître un peu partout dans le homard devenu symbolique des dépenses indues. Alors, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion justement de cette affaire du dîner et des homards de François de Rugy, qui a fait tellement de tintouin qu'il l'a obligé à la démission? Vous étiez là, sur place, alors racontez. Alors oui, c'est vrai que là, dans ces moments-là, effectivement, ça a fait
un scandale Un incroyable. boom. Ça a été monté aussi, faut le dire, en feuilleton par la presse. Et puis bon, on se nourrissait un peu de ça, un peu comme l'affaire Fillon pendant la campagne, petit à petit. Jour après jour, on apprend des choses supplémentaires et on est totalement scandalisé par ça. Et finalement, c'était pas si gros en fait que ça. Ah oui. Ça lui a coûté sa place, ça lui a coûté, je pense même sa carrière politique. Tout le monde le rattache à ça, parfois peut-être aussi injustement. Voilà. Très injustement, oui. Mais c'est ce qui se passe aussi quand on est politique. Sur les réseaux sociaux, ça va tellement vite, une petite phrase est sortie de son contexte, il y a quelque chose. Lui, il a essayé de se défendre. Après, c'était quand même assez maladroit, le côté je n'aime pas le homard et puis je ne bois jamais de champagne. Bon, non, peut-être qu'il aurait dû dire quelque chose d'autre à ce moment-là, mais en tout cas, voilà, ça a été monté. C'était très violent tout de même. Ça a été très violent et le problème, c'est ça aussi, c'est que chaque homme politique aujourd'hui, à partir du moment où il commence à prendre une fonction, on va se méfier de lui. Moi, il y avait un député qui me disait, du jour au lendemain, mes amis m'ont regardé aussi un peu différemment. Et tous me disent ça, c'est que ça y est, là, tu as une voix qui porte. Mais il y a un peu de jalousie, il y a un peu aussi de « Ah, c'est un homme politique, il doit nous mentir, il doit voler notre argent », enfin voilà, tous les clichés habituels. Certains ont triché, certes, et puis il faut le dire, il faut les réprimer très sévèrement. Mais la majorité, non, ne triche pas, fait le travail et travaille véritablement en fait. Voilà, alors, justement, vous avez été dans le grand bain de l'Assemblée nationale, vous avez eu accès à pratiquement tout. Quelles leçons tirez-vous? Pourquoi ces propos démagogiques, cette exigence de transparence qui quelquefois touche à l'inquisition, c'est vraiment et qui n'est justement pas transparente dans la manière dont c'est transmis. Pourquoi ça continue, ça perdure comme ça? Alors, il y a une partie... Selon vous? Je pense qu'il y a une partie, c'est des errements du passé. C'est vrai que les députés n'étaient pas contrôlés à l'époque. Il y a eu des dépenses un peu faramineuses. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties aussi dans la presse, qui a été un véritable contre-pouvoir à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que nos députés sont quand même un peu traqués. Bon, il y a des applications qui vous informent quand votre député n'est pas dans l'hémicycle, qui vous envoient des notifications quand il n'était pas là. Donc voilà. Il y a tous leurs frais journaliers sont contrôlés par une déontologue. On prend un café avec un député aujourd'hui. Il va garder le ticket de caisse bien précieusement. Et ensuite, il va rendre des comptes à l'Assemblée en disant voilà, vous inquiétez pas, j'étais pas avec un lobbyiste à ce moment-là. J'étais en train de discuter avec un journaliste, avec un dessinateur de BD, et j'ai payé un café sur telle enveloppe, mais c'est qu'un café. Donc parfois c'est poussé un peu jusqu'au boutisme en fait, qui est un peu aussi... un peu démagogique. Alors, tout de même. Voilà, c'est un peu démagogique, voilà, il faut le dire. Après, c'est pour rassurer aussi les gens, mais jusqu'où ça ira, je sais pas, voilà. Et vous trouvez cela juste? Non, moi je trouve pas ça, en fait, jusqu'à ce point-là, non. Puisque vous êtes un peu le naïf au milieu de... Ouais. Alors après, c'est vrai que moi, jusqu'à ce point, c'est peut-être un peu beaucoup, parce que j'ai assisté quand même à certaines scènes où je me disais, pour un café, est-ce que tu as vraiment besoin de donner ton ticket à la déontologue pour qu'elle vérifie un peu tout ça, voilà. Surtout que les députés passent une grande partie de leur temps aussi à faire de la paperasse, puisqu'ils doivent gérer, je sais pas, les attachés parlementaires, leur salaire, les dépenses de la permanence. Enfin voilà, il y a toute une partie comme ça du travail parlementaire qui finalement pourrait être peut-être un peu mieux utilisée si on leur foutait peut-être un peu allégé. Mais en même temps, pour restaurer la confiance, il faut aussi des mesures qui sont un peu fortes. Mais le problème aussi, c'est que il faut que les gens ont toujours une défiance envers leurs députés malgré toutes ces mesures-là, parce qu'on ne va pas forcément prendre le temps de voir ce qui se passe. Toutes les séances publiques, par exemple, sont filmées à l'Assemblée. Il y a un portail de vidéos réservé aux citoyens. On peut redemander une séance, on peut savoir exactement si son député à telle minute se curait le nez ou non. Pourtant, quand je regardais un petit peu le nombre de personnes qui regardaient ces vidéos, on était 3. Parce qu'il n'y a que le personnel de l'Assemblée qui va re-regarder pour son travail. Mais en fait, les citoyens s'en
pas non plus de ces outils-là. Donc, quelle est la solution à tout ça? Moi, j'ai essayé de pointer tous ces petits problèmes. Vous avez apporté dans votre cette bande petite dessinée. pierre. J'ai apporté ma petite pierre en suivant des députés à gauche, à droite, des personnalités fortes et moins fortes, et puis on verra après ce que ça donne. Vous dressez le portrait de plusieurs députés, entre autres Clémentine Autain, Jean Lassalle, Cédric Villani. Alors, comment avez-vous eu accès aux députés? Vous les connaissiez avant? Vous les avez choisis comment? Alors, pas du tout. Bon, déjà, pour une partie, je les ai choisis, justement, ces longues heures d'observation. Quand j'assistais aux séances de nuit, je pouvais voir, par exemple, Charles de Courson, qui est le député professeur de l'Assemblée, très connu à l'Assemblée, mais nationalement, c'est presque un parfait inconnu, personne ne le connaît. Mais c'est presque le député exemplaire, celui que tout le monde imite. Voilà. Celui que tout le monde imite, ou en tout cas, ce qui est assez rigolo, c'est que dès qu'il y a une loi qui passe, on va lui demander son avis pour savoir si on n'a pas fait de conneries, un peu comme si vous aviez un ami comptable et vous lui confiez votre déclaration d'impôt, et t'es sûr, ce pourcentage, ça vous va, voilà. Donc il y avait des personnalités comme ça que j'étais presque obligé de mettre pour refléter tout ce parterre de députés. Jean Lassalle, voilà. Le chanteur, Béarn, et le gréviste de la faim. Et le gréviste de la faim, le Cédric Villani, le député mathématicien, François Ruffin aussi, le député reporter. Sinon, pour les premiers, j'ai commencé à passer par l'aile gauche, c'était Clémentine Autain, que je ne connaissais pas du tout. Mais elle était auteure, donc il y avait peut-être quelque chose, Oui, il y avait peut-être quelque chose, mais en fait... un lien tout au moins. En tant que citoyen, j'ai même pas osé lui adresser un mail directement. Je me suis dit, elle va jamais regarder mon mail. Je suis passé par mon père qui est professeur à l'université de Tremblay en France où mes parents habitaient, qui connaît une personne au conseil municipal, qui connaît l'attaché parlementaire. Voilà, donc en fait j'ai fait 4 rendez-vous avant d'arriver devant Clémentine Autain et qui m'a dit... Vous avez remonté les petits cailloux là. Voilà, j'ai remonté les petits cailloux et puis en fait Clémentine Autain, dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit mais pourquoi tu m'as pas contacté avant en fait, t'aurais gagné du temps, tu m'envoies un mail et je réponds. Ah je savais pas. Parce qu'on avait presque cette autocensure aussi de citoyens de se dire on peut pas contacter notre député, ça doit pas être important. Et en fait, si, il faut oser, il faut y aller. C'est des députés de terrain, ils sont là pour ça. Ils répondent. Et ils répondent en plus. Il y a toujours, que ce soit leurs attachés parlementaires, que ce soit eux directement. Souvent, c'est eux directement avec les réseaux sociaux, en plus. Et ils répondent sur tout et n'importe quoi, sur la vie communale, sur la vie au national, sur leur position politique. Et c'est important de les questionner. C'est comme ça qu'ils ont les retours du terrain aussi. Ne jamais être coupé des Français. C'est leur principal problème. Et justement, c'est ce que vous essayez de démontrer. L'idée que les Français ont de l'Assemblée nationale et de leurs députés sont souvent très fausses. Alors, est-ce qu'il y a des députés quand même qui vous ont refusé, qui ont refusé de collaborer avec vous, qui ont refusé de vous recevoir ? Il y a eu quelques députés, effectivement, qui ont refusé, surtout au début de l'aventure. Parce que, quand on arrive à avoir quelques députés dans sa poche, on commence à dire aux autres, regardez, votre collègue a accepté, et du coup, tout le monde veut y être à la fin. Mais tout au début, c'est vrai que c'est assez difficile, et c'était plus des députés peut-être un peu plus âgés, qui ont refusé de participer à cette bande dessinée parce qu'ils n'avaient pas cette notion aussi de qu'est-ce qu'était un album de bande dessinée, qu'est-ce que ça voulait dire. Ils n'étaient pas sensibilisés au médium, en fait. Voilà. Et là, j'ai eu de la chance de tomber sur une assemblée qui était vraiment renouvelée, avec beaucoup de jeunes députés, de primo-députés qui connaissaient aussi, le médium. Et qui connaissaient le médium, qui connaissaient la bande dessinée, qui avaient beaucoup d'affinités avec. Je pense à Sébastien Jumel, qui est très copain avec Charb, par exemple. Donc, quand j'ai été le voir directement, il m'a dit « Ah bah oui, ça me touche, j'ai envie d'y participer. Allons-y, j'adore la caricature et c'est un hommage à Charb, donc voilà. Marine Le Pen, vous la montrez dans un dessin d'une double page et vous dites, elle tape du pied tout le temps quand elle n'est pas d'accord. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, surtout que j'étais en fait sur les guignols, donc j'étais vraiment sur les côtés. C'est une drôle de manière de s'exprimer. Et j'étais juste à côté de l'extrême droite, en fait. Donc, je les voyais très bien quand ils étaient à l'Assemblée. Et effectivement, Marine Le Pen fait claquer son pupitre ou alors elle tape du pied quand elle est vraiment très en colère. Donc, ça faisait trembler aussi ma tablette quand je dessinais. Donc, voilà, et vous n'arriviez pas à dessiner. Pourtant, le dessin est très réussi. Je rassure vos lecteurs et vos futurs lecteurs. Dernière question, est-ce que vous espérez, grâce à cette BD, mobiliser les plus jeunes, enfin au moins une tranche d'âge plus jeune, pour les élections, les grandes échéances à venir, les régionales là fin juin, et puis 2022 la présidentielle, parce que c'est dramatique le taux d'abstention en France.
Bien sûr, pour moi c'est totalement dramatique. En plus, je pense que l'offre politique aujourd'hui est assez large pour qu'on s'y retrouve quand même tous. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à pousser des portes, à contacter directement les dirigeants politiques, à y aller. Ils sont là aussi pour ça. Et puis s'emparer d'ouvrages sur la politique, essayer de voir. Il y a plein de bandes dessinées aujourd'hui sur la politique qui apparaissent, qui sortent. Donc ça va continuer. Nous, on est en train d'en prévoir une autre sur la présidentielle, donc voilà, je vous laisserai suivre ça aussi. Alors, est-ce que ça vous surprend et on conclut vraiment, est-ce que ça vous surprend que à l'Assemblée nationale, présidée par Richard Ferrand, on ait remis le prix de la BD l'an passé, de la BD politique à Ariane Chemin sur l'affaire Benalla? Je m'y attendais pas. Je ne pensais pas que, effectivement, moi, quand j'ai vécu l'affaire Benalla de l'intérieur, j'ai vu que les portes commençaient à se fermer. Fallait faire les un peu commissions, attention. ce sont les commissions. Voilà. Ouais. Néanmoins, ils m'ont laissé quand même totale liberté parce que j'étais déjà dedans, mais j'aurais pas eu la chance de pouvoir faire tout ce que je voulais si j'étais venu après l'affaire Benalla, en fait. Voilà. Et donc, oui, c'est assez surprenant, mais c'est bien. Enfin, il faut aussi. Ça prouve que. Il y a une vraie liberté, c'est ce que vous avez trouvé. Libre. Et en tout cas, en tant que dessinateur de bande dessinée, on a cette liberté, il faut continuer, et on n'est pas forcément affilié à un journal, et puis on fait avec notre ton, on fait avec notre cœur, nos envies, et puis voilà, c'est très bien comme ça. Alors, Palais Bourbon, les coulisses de l'Assemblée nationale par Cocopello, c'est publié en coédition chez Dargaud et Le Seuil, et je vous conseille fortement de le lire, de le dévorer, de le faire circuler, parce que c'est un petit bijou démocratique.